Un grand merci. Un grand merci au CCA de m'avoir invité pour cette série d'ateliers. C'est avec grand plaisir là, que je vous partage ma passion pour les émotions et aussi, dans le fond, la transmission de mon savoir. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Bouchra, la conférence va porter sur les émotions chez nos jeunes. Donc, on va se poser des questions, savoir comment on peut les accueillir de façon plus efficace et respecter leurs besoins en termes aussi d'émotions. Donc, je me présente. Donc, on m'a quand même présenté un peu tout à l'heure. Oups, voilà. Est-ce que ça... Oh. Oui, voilà. Alors, donc, je suis maman de 4 jeunes. J'avais marqué enfants au début, puis je me suis dit, bon, quand même, hein, mes enfants sont rendus grands, 12 ans jusqu'à 27 ans. Donc, je suis intervenante psychosociale, coach aussi familiale depuis plus de 16 ans, formatrice, conférencière aussi, auteure de matériel pédagogique pour le développement des compétences émotionnelles. Et donc, c'est vraiment ma spécialité au niveau, c'est ça, des développements des habiletés personnelles, mais aussi au niveau social. Donc, j'ai mis les entreprises, dans le fond, dans lesquelles je suis impliquée, donc au niveau de la clinique. Donc, c'est là où je fais mes rencontres thérapeutiques, mais aussi l'Académie Excel Coaching où je donne des formations. Savez-vous planter des choux, qui est l'organisation dans laquelle on produit le matériel pédagogique, et aussi Carrefour Culture et Jeunesse Famille, dans lesquels on offre des services de soutien communautaire aux familles et aux jeunes. Donc, le plan de la présentation ce soir, dans le fond, ça va se dérouler un peu en 4 étapes. Et je vous avouerai que j'aime particulièrement qu'on puisse avoir aussi des échanges. Donc, je vais essayer après chaque étape de faire un petit résumé, puis m'assurer que c'est bien saisi. Puis s'il y a des questions pour chacune des étapes, là, je vais vous inviter vraiment à ne pas vous gêner et à prendre la parole. Donc, on va voir quoi dans un premier temps? On va se poser la question, qu'est-ce qu'une émotion et aussi d'où ça vient? C'est sûr que moi, avec les années, c'est quelque chose qui est évident, mais à chaque fois que j'aborde cette question-là avec les gens, je me rends compte que ce n'est pas si évident que ça. Ensuite de ça, on va parler des impacts, comme a dit tout à l'heure Bouchra. Donc, quels sont les impacts qu'ont les émotions sur nous, sur nos enfants, et pourquoi donc c'est si important d'apprendre à les gérer? On va ensuite aborder les meilleures pratiques. En fait, encore là, je pourrais aborder, vous entretenir longtemps sur comment gérer les émotions, mais je vais me limiter à des pratiques qui sont connues pour être efficaces et rapides, pour ne pas non plus vous le mot me manque, mais en fait, vous enterrez en dessous de différentes façons de faire. Et par la suite, donc, on va regarder concrètement comment on peut justement écouter nos jeunes pour les guider de façon plus efficace. Donc, on va commencer avec l'émotion. Alors, quand on se pose la question qu'est-ce qu'une émotion, il y a différentes réactions, il y a différentes définitions auxquelles on arrive. Je vais vous proposer dans un premier temps une définition un peu technique. On va voir un peu en image comment ça se définit. On va essayer vraiment de le comprendre plus aisément. Donc, une émotion, c'est quoi? C'est un processus dans lequel différents éléments se mettent en action. Donc, on va parler d'un stimulus, on va parler d'une disposition mentale qui est subjective et une propension à l'action et finalement des changements qui sont dans le corps. Donc, c'est un processus qui met en jeu ces différents éléments-là. On va le voir en image, peut-être aussi un peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est que face à l'environnement, face à toute la réalité qui est disponible autour de nous, notre attention, nos perceptions, que ce soit visuelles, auditives ou physiques, etc. Donc, quand on fait appel à nos 5 sens. Donc, notre perception va aller se diriger, s'orienter très, très spécifiquement vers un objet.
qu'on appelle un stimulus. Et cet objet-là peut être une personne, peut être une chose, une situation, un événement, les comportements d'autrui, les comportements de nos enfants, la chambre à coucher, la vaisselle qui traîne. Ça peut être différents éléments de notre environnement. Donc, premier élément qu'il faut retenir, c'est que dans la production d'une émotion, il y a nécessairement une attention qui sélectionne. Cette attention, elle sélectionne une partie de l'environnement en fonction de quoi? En fonction de ce qui me ressemble, en fonction de ce qui me préoccupe. Donc, quand je dis préoccupe, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans les minutes qui ont précédé mon exposition à la situation. Ça peut être aussi ce qui m'intrigue. Ça peut être aussi ce qui correspond à une intention qui était au préalable. Petit exercice que je fais dans mon bureau souvent pour illustrer cela, c'est que je demande à mes clients, quand je leur explique justement d'où viennent les émotions, je leur pose la question à savoir si dans mon bureau, il y a un arbre. Et donc, je peux peut-être dévier ma caméra un peu. Quand les gens entrent par la porte qui est ici derrière, vous pouvez voir que de l'autre côté, il y a un petit arbre qui se trouve être derrière les chaises sur lesquelles mes clients s'assoient. Et donc, la première réponse que les gens me disent, c'est « ben non, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Je ne le sais pas. J'en ai pas vu. » Mais pourtant, quand je les invite à se retourner, ils réalisent que finalement, ils étaient passés juste à côté de l'arbre pour aller s'asseoir, prendre place dans mon bureau. C'est comme ça que j'explique que finalement, notre attention va sélectionner ce qui est important pour nous. La personne, quand elle rentre dans mon bureau pour la première fois, sa préoccupation, c'est de savoir où est-ce que je vais m'asseoir et aussi où est-ce que je vais m'asseoir, puis inconsciemment, de façon la plus sécuritaire. Hein? Donc, cette préoccupation-là fait en sorte qu'il sélectionne une partie de l'environnement qui est qu'est-ce qui est disponible pour s'asseoir de façon à pouvoir me sauver en cas d'urgence. Et donc, c'est un réflexe qui est automatique, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas analysé, qui est spontané. Alors, à partir du moment où mon attention, elle est activée, ça stimule mon mental. Ça stimule ce qu'on appelle le bagage cognitif, c'est-à-dire tout ce que j'ai intégré comme valeurs, croyances, expériences, etc., depuis, bon, j'allais dire ma naissance, mais même avant ma naissance, même dans mes expériences à l'intérieur du ventre de ma mère. Et donc, de ces expériences-là, un certain nombre vont être sélectionnés. C'est un peu comme si on met ensemble dans une boîte un ensemble de lumières et quelques-unes de ces lumières-là vont être actives, vont s'allumer. Et à partir de ce qui a été allumé, ce qui a été activé, mon cerveau va prendre en charge la responsabilité, de façon inconsciente encore, d'interpréter et de porter un jugement, de prendre une décision et d'arriver à une conclusion. Et cette conclusion-là, c'est celle-là qui va amener l'émotion. C'est celle-là qui va générer l'émotion et l'émotion va être soit agréable, soit désagréable, c'est-à-dire, dans mon senti, soit que ça va me pousser à vouloir aller vers ou encore à me reculer, donc à vouloir fuir. Donc, c'est donc dire que l'émotion donne, ce qu'on disait tout à l'heure, une propension à l'action. C'est celle-là qui va me conduire, qui va me donner l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Alors, et mes émotions, bien sûr, peuvent être d'une intensité très élevée à faible. Elles peuvent être aussi d'une très longue durée ou d'une durée beaucoup plus courte. Alors, si j'en reviens à ma question du départ, qu'est-ce qu'une émotion? Bien, on voit que l'émotion est faite de différents éléments qui s'inter-influencent les uns les autres. Et si on se pose maintenant la question, qu'est-ce qui cause les émotions chez l'être humain? Qu'est-ce que vous auriez tendance, puis j'aimerais ça vraiment vous entendre, qu'est-ce qui, selon vous, à la lumière de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui cause les émotions chez l'être humain? Si on avait dans cette chaîne-là à prendre une seule chose, qu'est-ce que ce serait? Si vous voulez parler, juste levez la main, comme ça on va ouvrir vos micros, s'il vous plaît.
pouvez l'écrire aussi dans le chat si vous voulez. Tentez une réponse. Il n'y a personne qui a une idée sur ce qui pourrait... Ah oui, non, OK. Nora qui veut parler. Super. J'ai pensé aux sentiments. OK. Sentiments de Donc, peur, de joie. OK. Puis qu'est-ce qui causerait, si mettons qu'on prend sentiment comme étant une émotion, mettons qu'on dit que c'est quelque chose qui est assez similaire. Un sentiment et une émotion, ça se ressemble un peu. On le mettrait, si on avait, si je reviens en arrière, là, si on avait à mettre le sentiment dans le schéma, vous le metteriez où, le sentiment? Entre les numéros 1 à 6? Le 3. OK. Donc, pour vous, les sentiments, c'est dans le 3. Ouais, j'hésite entre 3 et 5. Ouais, je Entre pense 3 et que 5. c'est dans le 5. Ouais, OK, je crois dans le parfait. 5. OK. Alors, donc, si on dit émotion, sentiment, ça se ressemble, qu'est-ce qui cause le sentiment ou l'émotion? Un fait. OK. Donc, quand vous me dites un fait, vous me parlez de quoi dans le schéma? Présence d'un stimulus. OK. Donc, selon vous, c'est le stimulus qui pourrait causer l'émotion. C'est bien ça? Oui. OK. Oui. Qui est d'accord avec ça? Allez-y avec vos réactions, là, thumbs up là, pour ceux qui sont d'accord. Dans la barre de participation, là, il y a normalement dans les 3 petits points, si ce n'est pas affiché, il y a réaction. Donc, qui est d'accord avec cette proposition? Il y a Virginie, Anassima. OK. Alors, on va aller voir un peu plus près, on va aller voir d'un peu plus loin ce que c'est exactement. Donc, si on dit que c'est le stimulus qui cause l'émotion, prenons l'exemple suivant. Donc, mon jeune m'annonce qu'il veut quitter son équipe sportive. Est-ce que c'est possible qu'un parent ressente de la colère parce que son jeune veut quitter l'équipe sportive? Vous allez tous me dire oui. Et la question que j'ai à me poser, c'est quelle idée, comment moi je vois la décision de mon jeune pour arriver à vivre de la colère? Qu'est-ce qui va faire en sorte que par rapport à l'annonce de mon jeune, je vais vivre de la colère? Karima, vas-y. Peut-être parce que si lui décide de quitter son équipe puis qu'il donne aucune raison, ça peut inciter à une colère d'un parent, si je t'ai bien compris la question. OK, oui. Donc, je pourrais me dire, en tant que parent, il n'y a pas de raison de quitter, il faut qu'il continue. Pas nécessairement. C'est-à-dire, Non? s'il décide de quitter, OK, c'est sa décision, mais j'aimerais savoir c'est quoi la raison qui fait qu'il veut quitter. OK. Puis s'il n'y a pas de raison, peut-être que ça pourrait générer de la colère. OK, donc Parce si que moi je trouve que les raisons de mon jeune ne sont pas bonnes, je pourrais être en colère. Non, Non? pas nécessairement. Si OK. j'ai aucune raison, s'il ne donne aucune raison, c'est-à-dire OK. il donne pas de raison valable, parce qu'il peut donner une raison où moi je suis pas d'accord, mais je OK. pourrais me mettre à sa place et comprendre, on va dire. Je pense Très pas que ça bien. va amener à une colère, mais OK. s'il décide de ne plus faire cette activité-là ou ne plus faire son sport sans aucune raison, là, ça peut générer de la colère parce que le parent, il va chercher pourquoi. OK. Pas de raison, puis là, ça pourrait... OK. Donc, si moi je trouve que mon jeune doit me donner une raison puis que mon jeune ne veut pas m'en donner, là, je pourrais vivre de la colère en disant non, non, tu me dois me donner une Peut-être. raison. Oui. OK. Oui. Super. Est-ce que maintenant, est-ce qu'un parent pourrait ressentir un soulagement du fait que son jeune lui annonce qu'il quitte l'équipe sportive? Noura, tu as une Oui. idée? Oui? OK. Moi, Allez-y, Mohamed. je pense que c'est selon l'interprétation selon le jugement du parent et son interprétation à l'action de l'enfant. S'il voit qu'il y a des conséquences négatives, là, c'est-à-dire des émotions qui vont apparaître. S'il voit peut-être des conséquences positives au meilleur de
de son interprétation, là, il sera soulagé. OK, donc, s'il voit que c'est mieux pour le jeune ou mieux pour lui-même, genre un parent qui pourrait même se dire enfin, j'aurai moins de transport, je vais avoir un horaire moins chargé, ça pourrait être une source de soulagement. Puis, éventuellement, un parent pourrait être aussi dans l'acceptation en disant, ben écoute, c'est son choix, moi, je le respecte, etc. Donc, c'est très intéressant ce que vous dites, Mohamed. Donc, effectivement, on se rend compte que pour un même stimulus, un seul stimulus peut générer différentes émotions. Et donc, c'est la preuve que ce qui cause les émotions chez l'être humain, contrairement à notre réflexe, on a tendance à dire, en arabe, hasabtini. Tu m'as rendu en colère, hein? Ou même en français, on dit tu me fais de la peine, ça me met en colère. Donc, on a tendance à parler de l'extérieur comme étant une cause de nos émotions, mais quand on regarde de plus près, quand on valide ce qui se passe à l'intérieur de nous, on se rend compte que dans le fond, ce qui cause les émotions chez l'être humain, ce ne sont pas les événements, les stimulus extérieurs. On a besoin, il pourrait avoir plein de stimulus extérieurs, mais ce qui va générer notre émotion, c'est bien plus notre interprétation, comme quelqu'un l'a écrit, donc Mohamed l'a écrit dans le chat, notre interprétation de la situation qui va générer nos émotions. Donc, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos enfants. Donc, un enfant qui est en colère, c'est parce qu'il interprète les choses d'une certaine façon qui génère chez lui de la colère. Donc, il est en train de percevoir à travers son filtre visuel à lui, à travers ses perceptions, à travers son bagage cognitif, il arrive à certaines conclusions qui génèrent du découragement, de la colère, de la culpabilité, etc., de l'infériorité, etc. Donc, oui, il doit y avoir une présence d'un stimulus, mais l'important dans la chaîne qu'on a vu tout à l'heure, ce sont la présence des idées qui vont générer nos émotions. Donc, pour se prouver encore ça, on va regarder ensemble, si on joue un peu avec les idées puis les émotions, si mon jeune est en train de, ou si moi plutôt, je pense que mon jeune n'a pas d'affaire à me traiter comme ça, ou mon jeune pense que son ami n'a pas d'affaire, pas le droit de le traiter comme ça, qu'est-ce que mon jeune va ressentir comme émotion? Quelqu'un a une idée? Est-ce que c'est de l'anxiété, la colère, la honte, du mépris? Oui, carrément. Je dis ça comme ça, je ne suis pas peut-être bonne là-dedans. Ça pourrait être de l'anxiété. De l'anxiété. OK. Je vais lire une deuxième phrase, OK? C'est grave, c'est qu'il lui arrive, je dois l'aider, je dois l'aider, mais je ne sais pas comment. Si on regarde cette deuxième-là, spontanément, tu dirais quoi? Bonne question. C'est-à-dire, en tant que mère? Oui, en tant que mère, c'est grave ce qui lui arrive, je dois l'aider, mais je ne sais pas comment. Qu'est-ce que ça génère? Anxiété, colère, honte ou mépris? Anxiété, celle-là. Il y a M. Hassan. Ouais. OK, donc celle-là, de l'anxiété. Mmh. Alors, la première générait de la colère. Hein? Il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas le droit de me traiter comme ça, il n'y a pas le droit de faire ci, il n'y a pas le droit. Donc, quand on dit quelqu'un n'a pas d'affaire ou n'a pas le droit ou c'est injuste, donc c'est la colère. Alors que quand on voit un danger, donc c'est grave, c'est dangereux, c'est ennuyeux, il ne faut pas. Donc, ça, c'est plus de l'anxiété. Si je dis elle n'a rien dans la tête, qu'est-ce que je vais ressentir? Du mépris. Du mépris, excellent. Et donc, de quoi on a l'air? De la honte. Il y a aussi des réponses sur le chat, M. Hassan qui répond. C'est génial. Mais l'important, c'est que vous avez été en mesure là, de les identifier. C'est ça, il y a de l'interaction. Oui, c'est exact. Alors, voyez-vous que ces idées-là, donc ce que l'approche cognitive comportementale nous apprend, c'est que, mais spécifiquement l'approche qu'on appelle émotive cognitive, elle nous apprend que derrière chaque type de conclusion, il y a des émotions qui sont associées. D'ailleurs,
je parlais tout à l'heure de matériel éducatif et pédagogique. Ici, on a des cartes qui reprennent justement les grandes familles d'émotions positives et négatives. Et en arrière, on a justement ces idées-là qui sont en conclusion. Donc, si je me dis j'aurais pas dû faire ça, qu'il y en ait une autre, quelle émotion je vais ressentir si je commence à me dire j'aurais pas dû faire ça? Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit « j'aurais pas dû faire ça ». Regret. Oui, du regret, la culpabilité, tout à fait. Donc, on voit qu'il y a un lien entre mes conclusions mentales et mes émotions, c'est très, très lié. Et Socrate, qui est un philosophe, disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, donc les événements, les situations, mais les jugements qu'on porte sur les choses. Donc, nos jugements, c'est ce qui est le plus, qui a le plus d'impact sur nos émotions. D'ailleurs, quand on compare des émotions qu'on dit automatiques, donc qui sont générées directement par notre cerveau, qui influencent notre système nerveux versus des émotions de type cognitive, donc qui viennent de nos conclusions mentales. Une émotion automatique dure 90 secondes et une émotion qui vient du mental, donc des cognitions, peut durer très, très longtemps. On le sait quand par exemple, si je me cogne le doigt avec un marteau, ça se peut que j'ai une réaction de colère. La colère, parce que j'ai mal et j'associe tout de suite, mon cerveau est en train de reprocher la situation, donc en train de dire « ouch, ça fait mal, je suis un peu fâchée ». Si on regarde, par exemple, la rancune, ça, c'est une colère qui dure plus longtemps. Donc, ça, ce n'est pas mon instinct qui génère cette colère-là. Ce n'est pas mon cerveau émotionnel, mais c'est mon cerveau cognitif, c'est-à-dire la partie supérieure de mon cerveau, mon cortex, qui va générer cette émotion-là qui peut durer beaucoup plus longtemps. Alors, les jugements que je vais porter sur les choses, c'est ce qui déclenche des émotions qui sont beaucoup plus longues. Et c'est ce qui fait cette capacité qu'on a à aller travailler sur nos cognitions, donc sur le cortex, d'apprendre de nouvelles façons de faire. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire cette communication-là, cette capacité qu'on a à remettre en question nos pensées, c'est ce qui nous permet de mieux gérer nos émotions. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a un contrôle sur beaucoup d'émotions que l'on vit et surtout celles qui sont sur du long terme, qu'on vit de longue durée et qui sont très intenses. Alors, si on revient sur ce qui cause les émotions, contrairement à ce qu'on a pensé au départ, ce ne sont pas les stimulus, mais bien les interprétations, les pensées que l'on a à propos des situations. C'est vraiment ça qui va causer nos émotions. Donc, si on résume, nos émotions sont causées par les jugements qu'on porte sur les situations qui se présentent à nous. On interprète le monde à partir de nos acquis cognitifs et expérientiels. Donc, ça veut dire que moi, en tant que parent, mon bagage est beaucoup plus large que le bagage de mon enfant. Alors, c'est aussi attendu que mon enfant, avec son bagage restreint, il fasse beaucoup plus d'inférences ou de déductions erronées que moi, je peux en faire et que donc cette maturité-là qu'on développe avec le temps, puis qu'on développe toute notre vie, mais nous aide à mieux gérer nos émotions. On sait aussi que nos émotions peuvent être agréables et désagréables, donc nos pensées influencent à la fois nos idées agréables et nos idées désagréables. Et la fréquence, la durée et l'intensité vont aller varier en fonction du type d'idée que je vais avoir en tête. Les émotions provoquent, bien entendu, des changements dans le corps et elles sont ce qui propulse mes comportements. Donc, c'est le moteur de toute action. D'ailleurs, quand on prend le mot émotion, il y a le mot motion, motivation, motif, le moteur de l'action à l'intérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à présent? Y a-t-il des questions? Pas de questions? Vous pouvez laisser vos questions. Il y a des questions, je crois. C'est des thumbs up pour dire que ça va bien, je pense.
Oui, attendez. Oui, non, il y a une main levée, je pense. Allez-y, Nora. C'est Nora, c'est ça. Oui, excuse-moi, mais quand on dit qu'une personne est susceptible parce que pour tout, elle va le prendre mal, qu'est-ce qui fait qu'elle est plus susceptible que la majorité des gens? OK. Donc là, dans la susceptibilité, moi, je pourrais dire qu'il y a comme deux éléments. Il y a des gens ça dépend à quoi on fait référence. Donc, je vais un peu répondre aux deux. Dans un premier temps, des fois, on parle de susceptibilité dans le sens de une personne qui a une fragilité, elle a plus de sensibilité émotionnelle. Et on va l'observer des fois chez des enfants, par exemple, qui, en bas âge, ont de la difficulté à tolérer des vêtements, le bruit vient les déranger plus facilement. Donc, il y a des enfants et des adultes qui sont plus sensibles aux stimulus extérieurs et donc, ils vont réagir plus fortement à des stimulus qui, normalement, les gens ne réagissent pas, ou encore, ils vont en avoir plus, donc réagir à une plus grande quantité de stimuli. Ça, c'est un type. L'autre type, et là, je pense que c'est davantage ce à quoi vous faites référence, c'est quand on dit quelqu'un est sensible et prend les choses personnelles. C'est-à-dire que quand on lui adresse des reproches, on lui propose des solutions, quand on critique ou etc., la personne a tendance à se dévaloriser, donc à se remettre en question et elle est donc sensible à toute critique. Et donc, ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans le fond que la personne a de la difficulté à prendre une distance entre ce qu'elle fait et ce qu'elle est. Et donc, je dirais que c'est une problématique ou une tendance qui nécessite souvent d'avoir une intervention plus solide. C'est-à-dire que la personne apprenne à se définir et à se voir autrement que ce qu'elle le fait. Donc, elle est dans un mode de pensée, d'estime de soi de type bon, pas bon, je suis bonne ou pas bonne, puis qu'elle est dans une espèce d'anxiété et de tourbillon et d'inquiétude à l'idée de se dévaloriser. Donc, elle devient comme hyper vigilante sous toute forme de désapprobation. Et donc, ça se travaille, mais ça demande souvent l'aide d'un professionnel. Est-ce que ça répond à la question, Nora? Parfaitement, merci. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va peut-être poursuivre, Madame Mélanie, super. Et puis on laissera les questions sur le chat pour excellent. Super. Alors, deuxième partie, quels sont les impacts des émotions? Alors, vivre des émotions, ce n'est pas anodin. Hein? Les émotions vont propulser, on l'a dit tout à l'heure, nos actions. Et donc, déjà dans un premier temps, l'émotion en elle-même, elle a un impact qu'on va voir, mais en plus, les actions que l'on a, elles ont des conséquences. Elles ont des effets sur nous, elles ont des effets sur les autres, elles ont des effets sur la relation que l'on entretient avec les autres et finalement, elles ont des effets sur l'environnement. Et donc, je donne ici un exemple. Donc, si je suis en train de vivre de la colère et sous le coup de la colère, je me mets à crier. Mais déjà, le cri, la réaction que je vais avoir et la colère qui va être en moi va générer une augmentation de ma tension artérielle et bien souvent va finir par un mal de tête. Donc déjà, ma colère, on peut dire, elle a un impact sur moi assez direct qui est d'engendrer certains troubles physiques. Si j'y vais avec... Bon, mettons dans les circonstances, c'est mon jeune qui jouait à des jeux vidéo sur une longue période. Et finalement, bon, je suis en colère, puis là, je me mets à hausser d'un cran, je le menace. Et finalement, je le menace durement. Et cette menace-là, ben, elle va avoir un impact cette fois-ci sur lui. Ça se peut que face à ma menace, bien, il ressente de la colère. Donc, lui aussi peut vivre à partir de mes réactions comportementales et mes émotions, je peux fournir à d'autres personnes des occasions de vivre de la colère, donc de réagir à ma réaction émotionnelle.
Ça se peut aussi que ça touche les gens qui sont autour. Hein? Le fait de m'entendre crier, de m'entendre le menacer, bien, son frère ou la fratrie qui est autour sont aussi témoins de ça. Et ils sont en train, eux aussi, de se faire une idée. Ils sont en train d'enregistrer des modes de fonctionnement. Alors, ça a un impact aussi sur les gens qui sont autour. Si, en plus d'avoir crié, de le menacer, là, je suis à bout, je suis vraiment enragée et je tire sur le fil de la manette, bien, imaginons que ça pourrait même aller jusqu'à abîmer le fil et casser l'objet. Et donc là, ma colère a finalement généré un comportement qui, lui, génère des conséquences sur l'environnement. Donc, je viens de casser la manette. Ça peut aussi avoir des impacts sur moi en me regardant, ce que je suis en train de faire, en constatant les dégâts. Alors là, je peux me mettre en plus de vivre une seconde émotion. De la colère, je passe maintenant au regret, à la culpabilité. Suite à tout ça, mais ça se peut que mon jeune soit tellement lui aussi en colère et fâché après moi qu'il décide de s'isoler, plus sortir de sa chambre, pas venir souper. Et donc, ce que ça fait, mais ça crée un bris de relation. Donc, on voit que l'émotion, elle n'est pas anodine dans le sens qu'elle va générer, plus elle est intense, plus elle va générer chez moi un ensemble de réactions qui risquent d'entraîner des dégâts, des conséquences sur moi, sur les autres, sur la relation et sur l'environnement. Et c'est important pour moi d'aller parler ce soir de ces conséquences-là. Pourquoi? Parce que les conséquences, quand on prend le temps de considérer les effets de nos comportements, eh bien, ça nous permet d'activer chez nous des fonctions adaptatives. C'est-à-dire que ça nous incite à changer. Si, par exemple, mon enfant a tendance à vivre des émotions désagréables et des comportements nuisibles, le simple fait de lui dire « arrête » ou le simple fait de me dire « arrête, je dois arrêter », c'est souvent pas une décision qui est suffisamment motivante pour entraîner un changement. Alors que quand je considère, je prends le temps de considérer, puis je prends le temps aussi avec mon jeune de constater les dégâts, bien, ça l'aide aussi à voir l'impact négatif de son comportement et donc de réaliser que sa colère est nuisible, de réaliser que ses comportements sont nuisibles. Donc, si les effets, je ne les aime pas, si je veux arriver à changer les conséquences que je vis parce que je n'aime pas ces conséquences-là, bien, je vais poser la question au jeune, mais qu'est-ce que j'ai avantage à aller changer? Bien, ma façon d'agir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je veux changer ma façon d'agir, il va falloir que j'apprenne à mieux gérer mes émotions. Puis si je veux apprendre à mieux gérer mes émotions, bien là, on revient encore à la cause des émotions. Je vais avoir à me pencher sur mes perceptions, mes interprétations de la réalité, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, en faisant cette espèce de rétroaction, en considérant après coup, c'est d'ailleurs la notion, je le souligne en passant, hein, quand on parle de la notion de tauba, c'est ce processus-là de prise de conscience des effets, de reconnaître que c'est négatif, puis ensuite de ça, s'engager dans un processus de changement en disant maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de reproduire un comportement qui est néfaste. Alors, mes émotions sont aussi négatives. Pourquoi? Parce qu'elles brouillent le jugement, elles brouillent notre capacité d'analyse. Autant elles viennent de notre analyse que aussi elles brouillent notre analyse. Ça veut dire que quand je vis une émotion intense, tout ce qui va venir après, ça va être souvent très irréaliste. Donc, je dois apprendre des façons à aller réduire l'intensité de mon émotion pour être capable de prendre des décisions beaucoup plus adéquates. Aussi, nos émotions nous empêchent d'agir, dans le fond, adéquatement, on l'a vu, par rapport à nos buts. Autre élément important, c'est de savoir que tout ce processus émotionnel, quand on vit des émotions intenses sur du long terme, ça a des impacts. Ça a des impacts sur nous parce qu'on a tendance à réagir de façon beaucoup plus impulsive, puis on a tendance à aller ensuite regretter. Mais en plus, nos émotions, quand elles sont intenses et quand elles durent sur du long terme, ça a un impact sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Pourquoi?
Parce que nos émotions, ce sont, en fin de compte, une libération d'hormones dans notre corps. Nos cognitions, nos pensées génèrent des hormones dans notre corps qui, à leur tour, influencent notre système immunitaire. Et donc, plus on vit des émotions intenses, désagréables, négatives sur du long terme, plus on va développer des problèmes de santé et mentale et physique. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, c'est une roue qui tourne. Tu sais, je disais tout à l'heure, moi, face à une situation, donc un stimuli. Mettons, je vois mon jeune qui est en train, ma jeune fille qui est en train de circuler se promener sur les réseaux sociaux au lieu de faire ses devoirs. Bien, je finis par me dire, elle ne devrait pas se comporter comme ça, elle devrait faire ses devoirs, ça n'a pas d'allure, il est rendu tard. Donc, je peux vivre de la colère. Ma colère va m'amener à être plus intempestive, lui donner un ordre. Là, tu t'arrêtes, tu vas faire tes devoirs tout de suite. L'ordre que je lui ai donné va avoir des conséquences sur elle. Donc, à son tour, elle entend l'ordre que je lui donne. Et l'ordre que je lui donne, elle se met elle aussi à l'interpréter. « Ah, pourquoi qu'elle crie toujours après moi? Elle est fatigante, elle ne me laisse jamais tranquille. » Et donc, elle aussi, ma jeune va vivre une émotion en lien avec mon comportement. Et elle va peut-être commencer à rouspéter puis me dire « Ah, tu es fatigante aussi, tu me déranges, tu es toujours après mon dos. » Et moi qui l'entends me dire ça, à mon tour, je vais me dire « Mais tu es bien insolente, tu n'as pas d'affaire à me traiter comme ça, je suis ta mère, respecte-moi. » Et je vais être encore plus en colère. Et donc, ça finit par être une roue qui tourne et on s'inter-influence, on interagit. Donc, c'est un peu une espèce d'escalade réactionnelle et émotionnelle qui va se passer. Alors, encore là, la question qu'on a à se poser, c'est mais où est-ce qu'il faut commencer pour éviter justement que cette roue se dégénère? Et là, ce qui est important, c'est de savoir que comme mes émotions et mes réactions dépendent avant tout de ce qui est en moi, j'ai avantage à aller gérer ce qui est en moi avant de chercher à aller intervenir sur ce qui se passe chez l'autre. Parce que mon output, ma réaction va influencer les comportements de l'autre. Donc, que je sois en voyant ma fille en train de faire, d'être sur des réseaux sociaux plutôt qu'être en train de faire ses devoirs, en soi, que je trouve que cela est inapproprié, puis que je vive de la colère sur le coup, c'est une réaction que je vais avoir de façon très, très rapide. Mais ce qui est important, c'est que j'apprenne à me donner un délai pour apaiser mon émotion et être ensuite en mesure d'adapter mon comportement pour être certaine que la personne avec qui je vais interagir, donc mon enfant, va être plus propice, plus ouvert à entendre ce que j'ai à dire, à collaborer. Et souvent, on se rend compte que les effets de nos comportements quand ils sont impulsifs en tant que parents, les effets, les conséquences vont souvent à l'encontre de nos objectifs du départ. Donc, mon désir que ma fille se mette au travail pour étudier, à la fin de la boucle, mais ça se peut qu'elle soit tellement en colère qu'elle s'en aille dans sa chambre et qu'elle dit « Ah, maintenant, j'ai plus le goût de rien faire. » Et finalement, elle procrastine, puis elle remet ses devoirs au lendemain, puis elle finit par ne pas le faire. Donc, en tant que parent, on est toujours bien intentionné. Moi, j'ai jamais, en tout cas jusqu'à présent, rencontré un parent qui me dit « Moi, ce que je veux, là, c'est rendre la vie à mes enfants un enfer sur Terre. » Les parents, on est tous motivés de très bonnes intentions. On a le goût d'aider nos enfants à bien aller, à s'épanouir. Mais malheureusement, dans le feu de l'action, parce que nos émotions intenses propulsent nos réactions, on a tendance à intervenir impulsivement et agir à l'encontre de nos objectifs. Nos intentions sont bonnes, mais parce qu'on vit des émotions intenses qu'on a de la difficulté à gérer, les effets escomptés sont pas celles les effets qui arrivent sont pas celles qu'on désirait au départ. Donc, en résumé, ça veut dire que mes émotions à moi en tant que parent vont brouiller mon jugement, vont nuire à ma relation avec mon jeune, donc vont nuire à ma capacité à aller l'aider.
Donc, avant de vouloir écouter les émotions de mon enfant, avant de vouloir l'aider avec ce qu'il vit intérieurement, avant d'être disponible pour lui, il faut que j'apprenne, moi, à être en maîtrise de ce que je vis intérieurement. Donc, la gestion des émotions, l'aide à mon enfant va commencer par l'aide et par la démarche que je vais faire sur moi-même. Mieux gérer mes émotions est essentiel, donc, pour améliorer ma relation avec mon jeune, éviter les escalades, puis être véritablement disponible. Aussi, savoir que les émotions négatives que mon jeune vit quand elles sont intenses, elles sont aussi un filtre à son jugement. Mon jeune a énormément, comme vous en tant que parent, vous avez énormément de compétences pour solutionner les situations auxquelles vous êtes confrontés. Mais ce qui nous empêche, encore là, de solutionner les situations, c'est parce qu'on vit des émotions intenses. Et donc, accompagner mon jeune dans la gestion de ses émotions, c'est important. C'est important pour favoriser son développement. C'est important aussi pour favoriser sa réussite scolaire. Parce que plus on est en maîtrise de nos émotions, plus on est capable d'être ouvert à toute forme d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Avant que je passe à la 3e section. Oui, Nora. Ben, l'exemple de du jeune ado, exactement, c'est quoi la bonne façon de faire? OK, je ne vais pas crier, je vais me respirer avant de parler, je vais réfléchir, mais j'ai déjà essayé, tu sais, moi, ce qui m'importe, c'est un peu la morale, mais la réponse était « t'inquiète, je gère ». Ça n'a pas pour autant arrêté le cellulaire pour passer à l'action. Donc, c'est quoi la bonne façon d'agir finalement? C'est une super de bonne question, en fait. Puis, j'aurais pu orienter ma conférence. D'ailleurs, j'ai donné dernièrement, il y a quelques mois, une conférence sur justement le sujet de comment s'y prendre pour mieux motiver nos jeunes, les apprendre à solliciter leur collaboration. Il y a beaucoup de choses. En fait, déjà ce que tu nommes, Nora, c'est il y a des choses qu'on fait qu'on sait qui sont des blocages à la communication. Un peu plus tard, on va voir certaines stratégies qui sont positives. Donc, dans cet accompagnement-là. Mais vois-tu justement dans le petit indice que je te donnerais par rapport à ça, de un, il y a autant de façons de faire que bonnes façons de faire que de parents et de bonnes façons de faire que d'enfants. Dans le sens que vous pourriez, avec votre jeune fille de 13 ans, utiliser une stratégie qui fonctionne super bien avec elle, super bien avec elle à un moment, puis après ça ne fonctionne plus du tout. Vous pourriez essayer la même stratégie avec votre jeune quand votre garçon qui est plus jeune ou finalement quand il arrive à la même âge, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, il y a des choses qui fonctionnent avec les uns puis qui ne fonctionnent pas avec les autres. Alors, intervenir ou agir ou aider quelqu'un, c'est un processus qui est dynamique. Et donc là, moi, j'aurais tendance à vous dire par rapport à la situation que vous m'avez décrite, j'aurais tendance à vous dire, elle dit qu'elle gère, eh bien, et si vous la laissiez gérer, que se passerait-il? Et des fois, on a peur de laisser nos enfants assumer les conséquences de leurs choix. On veut tellement les protéger qu'on les empêche de vivre les conséquences. Et parce qu'ils ne vivent pas les conséquences, bien, ils finissent par nous en vouloir. Donc, on finit par être l'obstacle dans leur vie en étant ceux et celles qui les réprimandent, les jugent, les critiquent, plutôt qu'ils constatent qu'ils sont des obstacles dans leur vie en faisant des choix qui sont inappropriés. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller valider l'impact de leur choix parce que des fois, on ne les laisse pas faire. Et donc, on finit par être leur ennemi et ils finissent par ne pas apprendre d'eux. Et ce que j'aime donner comme idée en parallèle, puis c'est sûr qu'il faut toujours mesurer le danger, là. Et le style du délai, d'accord? Donc, je vais vous donner un exemple que je trouve très, très approprié. Quand j'étais en voyage dans le pays d'origine de mon conjoint au Maroc, je voyais les mamans
souvent en train de dire aux enfants, répéter, touche pas, c'est chaud, faux, pour la théière qui était placée au centre de la table. Donc, de la perspective des enfants, je me disais, oh my God, ils nous voient, nous, en tant qu'adultes, presque en train de prier devant cet objet au centre de la table qui était l'attraction dans toutes nos discussions. Et les enfants autour, ce qu'on ne cessait pas de leur dire, c'est approche pas, touche pas, puis même des fois, on leur donnait une tape sur les mains pour pas qu'ils touchent. Et ce que je réalisais, c'est que dans le fond, on empêchait les enfants, on répétait constamment la même chose en voulant prévenir l'enfant de se brûler. Et on ne lui donnait pas l'information nécessaire, on ne lui permettait pas d'aller trouver l'information nécessaire pour comprendre pourquoi on le retirait de cette théière-là. Et finalement, quand j'ai pris la théière, puis je l'ai juste rapprochée doucement, pas pour qu'il se brûle, mais juste rapprocher la main doucement de l'enfant de la théière et qu'il a senti la chaleur et de réaliser que c'était chaud, c'est là où lui-même, l'enfant avait commencé à dire « Ah, faux, c'est chaud ». Et donc, il a eu l'information nécessaire pour s'ajuster. Et donc, ça a pu être nécessaire de repousser la théière, de constamment dire à l'enfant « touche pas » ou lui taper la main. Et donc, c'est un peu la même chose. Ce processus-là, on a avantage à le reproduire avec nos plus vieux. Et je me rappelle avoir rencontré dans la clinique un parent qui me dit de son jeune de 17 ans, un papa qui me dit, moi, je me lève le matin pour faire des œufs à mon enfant avant qu'il parte à l'école ou qu'il aille travailler. Et moi, surprise, je lui dis, ah oui, comment ça? Et il me dit, bien, sinon, il ne mangera pas. Là, je dis, OK, il ne mangera pas, donc il va se laisser mourir de faim. Ben oui, ben il va partir à l'école sans avoir mangé. Et puis, oui, mais il va avoir faim. Et puis, ben il va s'acheter quelque chose. Et puis, ben, il va dépenser de son argent. Et puis, ben, il va travailler pour rien. Et puis, fait que finalement, à vouloir protéger nos enfants des conséquences, on les empêche d'assumer les conséquences. Je ne sais pas si ça répond, Nora, à votre question. Oui, merci. Avec plaisir. Karima. Ben, c'est très clair au niveau de la question de Nora. Mais moi, je dirais plus du côté parent. Comment on peut rester constant? C'est-à-dire, aujourd'hui, on va gérer nos émotions, on va prendre le temps de se calmer avant d'aller justement parler à nos ados. Puis, c'est quoi le secret comment qu'on peut faire pour être constant? Parce que des fois, il y a beaucoup d'événements qui nous entourent. Je pense que je suis un peu plus loin, hein, c'est ça? Oui, vous devancez. En fait, je vais l'aborder tantôt. Donc, parfait, ben, retenez votre question, puis si je ne réponds pas, vous me la reposerez quand on sera rendu à la dernière section, la section 4. Ça vous va? Oui, je m'excuse, je pense que j'ai demandé. Mais non, vous n'avez pas à vous excuser, c'est super. Non, il n'y a vraiment pas de souci. D'accord. Alors, on poursuit avec la troisième section. Donc, se poser la question sur, OK, maintenant, je voudrais bien apprendre à gérer mes émotions. Il y a plusieurs stratégies. Il y en a qui sont plus raffinées que d'autres. Il y en a qui prennent plus de temps à apprendre que d'autres. Alors, j'ai choisi, en fait, des éléments très, très circonstanciés qui, à mon avis, vont pouvoir vous aider rapidement. Alors, première chose, bien, vous voyez, vous allez tout de suite avoir carrément la réponse à votre question, ça arrive tout de suite. Alors, première des choses, c'est apprendre à se connaître soi-même. Alors, c'est impossible, en fait, d'être, j'entendais tout à l'heure le mot constance, c'est impossible d'être tout le temps constant. Pourquoi? Parce que, en tant que parent, il y a des triggers, plusieurs déclencheurs qui vont se présenter à nous. Il y a des choses qui, d'emblée, si on prend le temps de s'observer en tant que parent, on se rend compte que moi, là, la propreté, c'est quelque chose qui est tellement important que quand il y a quelque chose qui est en lien avec ça, ça vient me chercher. Moi, c'est, je ne sais pas, c'est l'irrespect. Moi, c'est
des fois, les déclencheurs, ce n'est pas des objets, mais c'est des moments. Moi, je le sais que le soir ou le vendredi soir, après ma semaine de travail, c'est plus difficile. Moi, je sais que le matin tôt, je suis marabout, je ne me sens pas bien. C'est là où j'ai plus de triggers, c'est là où je suis plus facilement irritable. Alors, d'apprendre à se connaître et connaître aussi les émotions intenses. Est-ce que moi, je suis une personne qui vit plutôt de l'anxiété? Est-ce que je suis une personne qui est plutôt en train de surprotéger mes enfants parce que je m'inquiète de beaucoup? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui vit de la colère? Donc, je suis beaucoup dans le mode contrôle, reproche, blâme. Les choses doivent être comme moi je l'entends. Est-ce que je suis quelqu'un qui est plus dans la culpabilité? Je fais quelque chose, je me remets en question rapidement, je doute beaucoup de moi. C'est quoi, moi, les émotions que je vis les plus intensément et quelles sont leurs racines? Ensuite de ça, c'est quoi les symptômes? Quand est-ce que je peux voir en moi les indices que je m'approche d'un endroit qui est sensible, qui risque de... Donc, comme je disais tout à l'heure, si pour moi, les matinées, je suis moins de bonne humeur, bien, je sais que si j'entretiens une discussion avec ma jeune ou mon jeune le matin, ça risque de mal tourner. Donc, s'observer soi-même, c'est un. Mais bien entendu, il y a aussi observer notre jeune. C'est sûr qu'à l'adolescence, il y a des enjeux encore plus importants. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que chez l'adolescent, c'est un peu une bombe à retardement, on ne sait pas quand est-ce. Mais des fois, on se dit, OK, ça, c'est des triggers, ça, c'est des déclencheurs, c'est des points faibles. Puis tout d'un coup, on se rend compte que, c'est tout à fait autre chose. Donc, c'est sûr que l'adolescence est un moment très important, puis ça pourrait être aussi l'adolescence et les enjeux pourraient être tout un autre sujet. Mais de façon générale, nos enfants ont des éléments sur lesquels ils sont plus sensibles. Est-ce que c'est leur apparence? Est-ce que c'est quand ils se font refuser des choses? Est-ce que c'est sensible par rapport à leurs notes, à leur performance académique, à leurs amis? Quels sont leurs points, leurs zones de fragilité? Et aussi, quelles sont les émotions? Il y a des enfants qui sont plus encore, comme je disais, dans la colère. Ils réagissent plus fortement, agressivement. Il y en a qui sont plus dans l'anxiété. Il y en a qui sont plus dans la dévalorisation. Il y en a qui vivent plus dans la culpabilisation. Donc, c'est important d'avoir une idée de ça. Donc, déjà, et ça va passer par quoi? Ça va passer par l'observation. Ensuite, donc, un autre élément super important, c'est ce qu'on appelle la théorie ou la pratique des 4 R. En fait, quand on vit une émotion intense, on a avantage à pratiquer ces 4 R-là. Donc, reculer, respirer, réfléchir et revenir. Chacun de ces points-là sont très, très importants. Ils sont importants parce que ça m'aide à partir du moment où je fais face à un déclencheur puis une augmentation d'une émotion, ces 4 R-là servent à quoi? À désamorcer la crise avant que je sois en mode réaction. C'est vrai pour moi et c'est vrai pour mon jeune. Tu sais, on a tendance à réagir tout de suite ou à aller conseiller tout de suite notre enfant alors qu'il est en train de vivre quelque chose d'intense. Mon jeune, je ne sais pas, se fâche puis claque la porte, ben, je vais réagir sur sa réaction. Hein? Tu sais, n'as pas d'affaire à être fâché, arrête de te fâcher, calme-toi puis claque la porte. Donc, je vais donner des ordres à mon jeune au lieu de réaliser qu'il y a besoin de passer aussi à travers ces 4 étapes-là. Alors, autant moi, en tant que parent, j'ai avantage à les apprendre, autant j'ai avantage à accompagner mon jeune et lui enseigner ces 4 étapes-là très importantes. On va les voir en détail. Alors, la première étape, quand on dit reculer, c'est quoi? Ça veut dire être capable d'informer l'autre, de dire « Ah là, je ne me sens pas bien. » Là, je suis pas dans un état, puis même des fois le nommer. Là, je suis trop en colère pour être capable de parler. Je suis trop sensible en ce moment. J'ai besoin de recul.
Donc, le nommer, prendre une distance, remettre à plus tard, oser remettre à plus tard. En tant que parent et en tant qu'être humain, tout simplement, quand il y a quelque chose qu'on veut changer, on est un peu comme des bulldozers. Hein? On fonce vers ce qu'on veut améliorer. On se dit, ça va aller mieux quand ça va être changé. Donc, on a tendance à aller vers ce qu'on veut qu'il soit changé. Et c'est là où on se joue bien souvent des mauvais tours. Alors, on a avantage à la place de prendre le temps, donc faire un pas de recul plutôt que se laisser aller vers le réflexe d'aller vers. Ensuite de ça, il y a cette idée de respirer. Donc, quand on dit respirer, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire respirer, on sait tous c'est quoi respirer, mais il y a des stratégies de respiration qui sont beaucoup plus favorables. Donc, première des choses, c'est porter une attention concentrée sur sa respiration. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui cause les émotions, ce sont nos cognitions, nos pensées, nos interprétations. Quand on détourne momentanément notre attention de la situation et qu'on se concentre sur notre respiration, on évite de continuer à faire aller notre hamster dans notre tête. Donc, ces espèces de « oui, mais non, tu sais, toutes ces phrases qu'on se répète puis qui nous pompent encore plus, bien, ça fait en sorte qu'elles deviennent silencieuses. Donc, on se doit de porter une attention sur notre inspiration et l'idéal, c'est d'être capable de compter à l'intérieur de soi jusqu'à 7 en inspirant et jusqu'à 7 en expirant et de le faire une dizaine de fois. Donc, quand on a fait ça, habituellement, 90 secondes sont passées. Et 90 secondes, si vous avez retenu ce que je disais un peu plus tôt, 90 secondes, c'est le temps que ça prend pour l'émotion qui est déclenchée à redescendre. Alors, normalement, après 90 secondes, on devrait avoir libéré un espace mental dans notre cerveau pour pouvoir passer à la deuxième étape. Parce que lorsque notre mental est en surcharge cognitive, on n'a plus accès à nos capacités d'analyse. Une autre stratégie qui a fait ses preuves, qui a été documentée par Amy Coudé, c'est le fait de mettre ses mains derrière sa tête. Donc, prendre une position un peu comme relax. Donc, cette position en mode relax, donc je mets mes mains derrière la tête, ça génère une diminution de la production de cortisol, qui est une hormone qui génère une espèce d'effervescence. Alors, ça nous permet de revenir au calme. Alors, voici les stratégies. Quand on dit respirer, c'est quoi? Donc, ces stratégies-là, vous avez avantage à vous les mettre en pratique et les enseigner à votre jeune. Peu importe l'émotion qu'on est en train de vivre, que ce soit la culpabilité, que ce soit de la colère, que ce soit de l'anxiété, que ce soit même du découragement, peu importe, quand on est habité d'une émotion qui nous nuit, qu'on voit intense et négative, donc de prendre ce temps-là va nous aider à aller changer de perspective. Troisième point, on parle de réfléchir. Donc, réfléchir, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à identifier c'est quoi les valeurs qui sont en jeu. Quels sont mes besoins? Quels sont les besoins de l'autre dans tout ça? Donc, si je reviens à la question tout à l'heure de Nora sur ma fille, que je lui dis, OK, lâche les réseaux sociaux, va travailler, bien, c'est quoi les valeurs pour moi qui sont en jeu? Bien, c'est parce que pour moi, étudier, c'est important. Quelles sont les valeurs de ma jeune? Est-ce que pour elle, les études sont importantes? Fort à parier que oui. Quels sont les besoins? Mon besoin en tant que mère, c'est de me rassurer que mon enfant fait ce qu'il faut pour réussir ses études. Quels sont les besoins de l'autre? Bien, peut-être qu'à court terme, ce dont elle a besoin, ma jeune, c'est de décompresser parce qu'elle a eu une grosse journée. Peut-être que son besoin à court terme, c'est qu'elle a un conflit avec une amie puis elle veut tout de suite le régler. Donc, quels sont mes besoins et les besoins de l'autre? Les attentes de l'un et les attentes de l'autre. Quels sont mes désirs? Qu'est-ce que je m'attends dans la situation? Qu'est-ce que je souhaite voir se passer? Et dans cette réflexion-là, faire preuve de flexibilité cognitive. On va regarder ensemble tout de suite après qu'est-ce que ça veut dire la flexibilité cognitive.
Faire des choix. Donc, prioriser. Est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que là, ça, c'est on dit dans le jargon, choisir ses batailles. Donc, est-ce que la situation là, que j'ai vécue, pour laquelle je vis une émotion, est-ce que ça vaut la peine que je m'y attarde puis que j'essaie de régler, j'essaie d'aller la solutionner ou je fais juste la laisser s'estomper puis ça va être correct. Et dernier point, bien, de réfléchir aussi à c'est quoi la prochaine étape. Tu sais, c'est pas juste de rester pensif puis de ruminer les idées, mais à un moment donné, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Hein, j'ai réfléchi, je pense à l'action, je me mets à l'action, donc je vais vers le quatrième qui est revenir. Avant d'aller vers le quatrième, je veux avec vous aborder la question de la flexibilité cognitive. Juste vous donner des indices de ce que c'est. Donc, la flexibilité cognitive, c'est, dans le fond, le contraire d'une rigidité cognitive. Donc, la rigidité cognitive, c'est lorsqu'on a des idées arrêtées. Donc, comme si, quand on interprète, hein, on disait tout à l'heure, il y a une réalité, il y a des stimuli, qui se présentent à nous et on les interprète. Donc, on porte un jugement subjectif, on a une opinion de quelque chose qu'on prend pour une vérité. Et des fois, on construit des vérités absolues. Donc, des idées qui deviennent rigides. Donc, au lieu de dire à ma fille, tu ne m'écoutes jamais, tu fais toujours ça, bien, on aurait avantage à flexibiliser puis se rendre compte que ce n'est pas toujours qu'elle est en train d'être sur les réseaux sociaux. C'est souvent ou c'est parfois. Au lieu d'utiliser le verbe être pour décrire des personnes, décrire ce que j'observe dans les comportements, donc au lieu de dire, par exemple, t'es menteuse, t'es méchant, il est irresponsable. Donc, de parler du faire et parler du avoir. Donc, tu as menti, il a menti, il a préféré rester couché au lieu de dire il est paresseux. Donc, de mettre une nuance dans notre façon de réfléchir aux choses. On a tendance à aller dans ces espèces d'extrêmes. Le bon ou le mauvais, c'est un peu la même chose. On a tendance à dire c'est mauvais, ça ne doit pas, c'est pas bon. Plutôt que de relativiser, de mettre des nuances dans il y a des éléments nuisibles, il y a des éléments utiles, il y a des éléments meilleurs que d'autres. Encore, avec le terme dangereux, on va avoir tendance à dire c'est effrayant, c'est une catastrophe, c'est dangereux, c'est horrible. Donc, on utilise des termes très généralisateurs plutôt que de préciser les risques. Donc, ça comporte certains risques ou encore, il y a une possibilité de s'en sortir. Hein? On voit les risques, puis il ne voit aussi que comme si c'était absolument ce qui allait arriver, plutôt que de parler de probabilité. Donc, ça va être comme ça, plutôt de dire ça va peut-être être comme ça. Hein? Elle ne va jamais changer, bien, elle va peut-être changer. Aussi, l'utilisation du verbe devoir et falloir, qui sont deux verbes qui génèrent beaucoup de rigidité cognitive. Quand on va dire « je dois aller faire les courses »,« je dois arrêter de faire ça »,« je dois être une meilleure mère »,« elle doit faire ses devoirs », etc., etc. Donc, ce langage-là, où on utilise le verbe devoir ou falloir, génère aussi beaucoup d'émotions intenses et on a avantage à le transformer en parlant encore là de ça serait préférable, ça serait utile, ça serait avantageux, je souhaiterais plutôt que ça doit. Alors, en ayant cette nuance-là, en apprenant nous-mêmes dans notre langage à avoir cette nuance, on va aussi aider notre jeune à développer la même nuance. C'est vrai pour
dans la gestion des émotions chez les enfants. Puis je m'en rends compte, puis souvent, c'est ce que je partage avec les parents. Quand j'aide des jeunes, même des plus petits ou les adolescents et même les plus vieux, quand je travaille avec eux pour moduler leurs émotions, pour faire de la restructuration cognitive, on se rend compte qu'il y a un effet qui est quand même durable, mais que l'influence des parents qui maintiennent un langage déraisonnable, ça fait en sorte que la rigidité cognitive peut revenir beaucoup plus rapidement que lorsque les parents eux-mêmes vont avoir appris à nuancer leur propre discours. Donc, c'est pour ça que moi, j'implique toujours les parents dans la démarche. En plus de travailler avec l'enfant, je vais travailler avec le parent pour qu'il assouplisse sa façon de faire et sa façon de penser et de dire les choses. Parce que ce n'est pas juste changer notre façon de dire, mais apprendre à changer sa façon de penser a un impact sur nos émotions et sur le discours qu'on va tenir à nos enfants aussi. On y va avec revenir. Donc, qu'est-ce que c'est revenir? Donc, c'est exprimer à l'autre mon désir de revenir sur la situation, hein, de demander d'une certaine manière, de se permettre de demander la permission, pas juste penser que quand moi je décide que ça va bien, l'autre aussi est obligé de revenir et d'être disponible et disposé. Donc, de la même façon, dire, écoute, des fois, ça prend à l'autre plus de temps qu'à soi. Donc, de dire à notre jeune, écoute, moi, je suis prête à discuter en ce moment-ci, puis fais-moi signe quand toi, tu seras prêt. Puis de laisser la chance à l'autre aussi de se préparer à revenir. Quand on revient, puis qu'on on aborde et on accueille, on aborde les sujets avec notre jeune, c'est important d'apprendre à exprimer comment on se sent, exprimer nos besoins, ce qu'on a clarifié un peu plus tôt, en lien avec la situation, puis clairement nos attentes. Qu'est-ce que je souhaite? Et aussi, revenir, c'est se rendre disponible à l'autre. Donc, ce n'est pas juste un dialogue ascendant, moi vers l'enfant, mais de savoir être ouvert à ce que le dialogue aille des deux côtés et donc que je sois en mesure de recevoir ce que mon jeune est en train de vivre comme émotion, comme besoin, comme attente, puis éventuellement, proposer une démarche de résolution de conflit, donc voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour nous deux. Donc, en résumé, gérer mes émotions, c'est avant tout être capable de m'observer et aussi de dialoguer avec moi-même. Quand je dis dialoguer avec moi-même, c'est être capable, quand je suis en train de réfléchir, de me dire, est-ce que je suis en train d'exagérer? Est-ce que je suis en train d'utiliser est-ce que je suis en train de me parler avec mon discours? Est-ce qu'il est rigide? Est-ce que je pourrais me permettre d'être un peu plus souple dans ma pensée? Ensuite de ça, apprendre à gérer ses émotions, c'est aussi appliquer les 4 R. Donc, de savoir que pour aider mon jeune à mieux gérer ses émotions, je suis avant tout un modèle. Et le jeune va apprendre énormément de notre façon de faire. Et donc, aider mon jeune, c'est lui permettre aussi de découvrir ses propres déclencheurs. Qu'est-ce qui, lui, le pousse à réagir? Et aussi l'accompagner dans la gestion de ses émotions avec les 4 étapes. De lui indiquer quand est-ce qu'on pense que là, c'est le moment de se retirer. Fait que c'est pas c'est pas de le voir comme une punition. Se retirer, reculer, c'est pas une punition. C'est juste de dire, là, je pense que tu es émotif, que tu vis plein de choses, que c'est intense, que ton cerveau, là, il est surmené par ce que tu vis émotionnellement. Prends une pause, on s'en reparle. Donc, d'être capable d'appliquer le premier R du recul, d'être capable, quand il revient, de l'accompagner, lui, dans sa réflexion puis son raisonnement, d'être capable justement, de réaborder puis de l'accompagner par la suite. Mais il faut savoir puis se rappeler que je ne serai pas en mesure de l'accompagner si moi, je ne suis pas bien. Donc, pour répondre à la question de Noura tout à l'heure, on ne peut pas toujours être constant. Il y a des moments où c'est plus difficile, mais la bonne gestion des émotions, c'est de savoir quand on a besoin de se retirer. La bonne communication, la meilleure des stratégies de communication, c'est savoir quand on n'est pas capable de communiquer. La meilleure stratégie de gestion émotionnelle, c'est de savoir reculer quand on est émotif. Ça, c'est bon pour eux, nous, et c'est bon pour notre jeune. Donc, ce n'est pas de s'attendre à ce qu'on soit jamais en train d'être émotif. On va l'être, on est des êtres humains. Mais c'est apprendre à prendre du recul quand on l'est. Et ça, c'est essentiel.
Maintenant, un coup qu'on a mis en pratique nos capacités de prendre du recul, ce qui est important, ce qu'on a à pratiquer, c'est l'écoute empathique. Donc, je voyais tout à l'heure la parentalité positive. Exactement, moi, je m'inscris dans mon courant de pensée. Je suis beaucoup dans cette parentalité positive-là. Et la parentalité positive, c'est aussi cette capacité à être dans l'empathie. C'est beau être empathique, mais on n'est pas capable d'être tout le temps empathique. Je le répète, on ne peut pas toujours être empathique. Pourquoi? Parce que des fois, on est aux prises avec nos émotions. Donc, quand je suis émotif, tout bon intervenant le sait, quand je suis touchée émotionnellement, c'est que c'est le temps que je prenne une pause pour pouvoir, ensuite de ça, être capable de faire preuve d'empathie. Parce que l'empathie, c'est quoi? C'est être capable de me mettre à la place de l'autre, être capable de comprendre les idées de l'autre et les émotions qui sont vécues par l'autre. Si je veux aider mon enfant à mieux gérer ses émotions, il faut bien entendu avant tout que j'ai de l'espace mentalement pour le recevoir. Parce que, je vais vous le montrer en dessin, mon jeune est en train de vivre, lui, des émotions en lien avec une situation qu'il vit dans sa boîte à lui. Alors, si moi, je suis émotif en lien avec, si mon jeune est ma boîte à moi, si moi, je suis en train de porter un jugement ou je réagis à ce que mon jeune est en train de vivre ou de faire, bien, je suis accaparée par ma boîte à moi. Ça devient ma préoccupation. Alors, pour aider mon jeune, il faut que je sois capable d'avoir une distance empathique et donc que je sois libérée de ma propre émotion. Alors, on ne peut pas toujours être empathique. Il faut savoir encore quand est-ce que c'est le temps que moi, je me recule. Si je suis trop émotive, si je suis trop en colère, si je manque de jugement parce que je suis anxieux, j'apprends à aller me calmer, moi, avant de revenir. Parce que le défi, c'est d'être capable, dans ma tête à moi, de prendre une perspective comme si j'étais à la place de l'enfant pour arriver à clarifier mon enfant, dans ce qu'elle est en train de vivre, c'est ça qui est en train de se passer. Elle est en train de vivre ou il est en train de vivre telle émotion parce qu'il a telle pensée. Puis cette telle pensée-là, elle vient parce que de sa perspective, il a telle autre idée, tel autre jugement. Donc, l'empathie me permet à voir au-delà de ce que l'enfant est en train de dire. Si je réagis, donc, si je porte un jugement sur ce que mon enfant est en train de dire ou ressentir, si je porte un jugement sur ce qu'il est en train de vivre à l'école, avec ses amis, dans son comportement, si je suis dans le jugement, je ne peux pas être dans l'empathie. Si je suis en train d'être dans la critique de son comportement, je ne suis pas dans l'empathie. Si je suis en train de chercher à lui donner des solutions, donner des ordres, fais ci, fais ça, je ne peux pas être dans l'empathie. Pour pouvoir être dans l'empathie, il faut que je sois capable d'être disponible émotionnellement et mentalement à donner de l'espace à l'autre dans ma tête. Alors, je vous propose une petite mise en situation. Okay? Vous imaginez que vous êtes en colère après un collègue au travail et que le soir, après le travail, vous rencontrez une amie, puis vous commencez à lui parler un peu de la situation, le conflit qui s'est passé au travail. Puis, bien, votre amie vous écoute un instant, puis vous dit « Ah, mais tu sais, arrête de t'en faire, ça va aller. » Comment est-ce que vous allez vous sentir? Ou si la personne vous dit « Ah, demain, là, tu sais quoi? Tu vas aller voir ton patron, puis tu vas lui dire ci, ça, puis tu vas régler ça de telle et de telle façon. » Comment vous allez vous sentir? Ou encore, la personne vous dit « Ah, c'est trop déprimant, là, arrête, on va parler d'autre chose. Viens, on va changer les idées. » Comment vous allez vous sentir? Si elle vous dit « Ah, sois une bonne personne, pardonne-lui, c'est pas grave, t'es meilleur que lui, t'es plus fine que lui. » Comment je vais me sentir? Ou encore, si la personne me dit « Ah, tu te plains pour rien, tu es trop susceptible. » Comment je vais me sentir? Mais voyez-vous, tous ces éléments-là, ce sont des stratégies que l'on prend souvent quand on veut accueillir notre jeune. On cherche à le rassurer. On cherche à lui donner des solutions. On lui cherche à éviter la crise. Hein? On veut changer ses idées. On a tendance à moraliser.
ou encore à le blâmer. Et donc, c'est un peu les réflexes que nous disait tout à l'heure Nora. Donc, ces stratégies-là, ces réflexes qu'on a. Et c'est important de réaliser qu'on les a pour être capable de modifier notre façon de faire. Donc, si plutôt la personne qui est devant nous faisait preuve d'empathie, donc avait suffisamment d'espace dans sa tête pour nous donner des réponses du type « Tu lui en veux de la façon dont il te traite. Tu trouves cette situation difficile. Je comprends que tu aimerais qu'il agisse autrement. Tu ne te sens pas respecté. Tu voudrais que la situation change. » Quand je reformule, quand j'essaie de me mettre à la place de l'autre puis je reformule, bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, la personne qui est devant moi se met à aller élaborer et ça fait en sorte que la tension qu'elle vit, elle va diminuer. Plus elle va se sentir comprise, entendue, plus ça va clarifier ses pensées et plus, dans le fond, la personne va être capable de réfléchir pour amorcer une discussion. Donc, l'écoute empathique permet à votre jeune de se sentir compris et non jugé, va permettre de désamorcer ces tensions qui vont lui donner l'espace mental nécessaire pour réfléchir, pour trouver des solutions. Comment donc écouter avec empathie? Donc, dans un premier temps, c'est important, et je le répète encore et encore, avoir du détachement et de l'espace mental, donc avoir géré nos propres émotions. Ensuite de ça, savoir porter une attention au contexte, aux mots qui sont dits par le jeune, à son non-verbal, donc aussi à ce qu'il ne dit pas. Essayez de voir à travers tous ces indices-là, qu'est-ce qu'il ne me dit pas? Qu'est-ce que tout ça me dit? M'enseigne sur sa façon de voir la situation. Qu'est-ce que ces indices-là m'apprennent sur la perspective de la jeune? Donc, exemple, ma jeune qui me dit « je gère », je reprends la question de Nora au départ, je veux que tu arrêtes d'être sur les réseaux sociaux, je gère. OK, donc, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire à travers son comportement? Qu'elle est consciente que c'est important les études, que pour l'instant, elle veut que je lui laisse une liberté d'action, que pour l'instant, ce qui est important pour elle, c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, le fait de dire, de prendre des indices comme ça, puis dire, donc ce que je comprends, c'est que pour toi, il y a une priorité en ce moment qui est d'être sur Internet. Pour toi, c'est quand même important tes études, mais pour l'instant, ce n'est pas ta priorité. Donc, le fait de faire cette écoute empathique, d'essayer de se mettre à la place de l'autre, ça lui permet justement d'aller élargir sa réflexion puis de voir, clarifier c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses besoins et ses buts. Ensuite de ça, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est d'aller utiliser l'approche qu'on dit approche orientée vers les solutions. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir nous introduire chez l'autre des idées, donc recadrer, aider la personne, notre enfant, à recadrer ses propres idées. Quand il va avoir tendance à parler de façon rigide, j'arrive jamais, elle me traite toujours comme ça, j'en ai marre de l'école, c'est trop plate. Donc, quand le jeune a tendance à utiliser des généralités, bien, de se permettre de poser des questions qui génèrent des doutes, génèrent une flexibilité. Donc, est-ce que c'est possible que ça se passe pas comme tu l'imagines? Est-ce que c'est possible qu'il y a certaines choses? Y a-t-il certaines choses qui te plaisent à l'école quand tu dis l'école est plate? OK, fait qu'il n'y a rien du tout, aucune chose qui te plaît à l'école? Il n'y a aucun avantage, aucun bienfait, aucun plaisir. Tu ne ressens jamais de plaisir à l'école. Donc, de chercher un peu ce qu'on appelle aussi des moments d'exception, de l'amener à réaliser que la rigidité qu'il a, il y a des preuves que des fois dans sa vie, c'est le contraire qui se passe. Ensuite de ça,
souligner ses efforts. Donc, souligner ses efforts, ça ne veut pas dire flatter la personne en disant « Ah, t'es bon, t'es fin, t'es fine, t'es capable, t'es gentille ». Ce n'est pas utiliser le verbe être, c'est souligner les efforts qui sont faits. Et donc, parler des choses concrètes. Je vois que tu es en mesure de... Je remarque que, je constate que tu t'es mis dans l'action. Je constate que tu fais que tu portes une attention à telle chose et faire remarquer le progrès. Donc, dès qu'il y a un progrès, d'être capable de le souligner pour que le jeune puisse se mettre dans cette dynamique-là. On a tendance dans notre vie à aller pointer ce qui se fait mal ou ce qui ne se fait pas assez. Donc, fais plus de plutôt que fais plus de telle chose plutôt que cesse telle affaire plutôt que j'aimerais que tu commences à faire cette chose. Plutôt arrête de faire ça au lieu d'opter pour un encouragement de type je vois que tu es capable de faire telle chose, même si ce n'est pas beaucoup. Donc, prêcher par faire plus de ce qui fait bien plutôt que l'inviter à faire moins de ce qui, de souligner toujours ce qui fait de pas bon. Ensuite de ça, des questions de recherche de solutions. Donc, comment tu aimerais que ça se passe? Qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de ton objectif? Comment tu t'y prends? Si tu faisais un pas dans la bonne direction, si tu faisais un pas pour résoudre la situation, si tu faisais un pas vers ce qui est important pour toi en ce moment, qu'est-ce que ce serait? Quelles sont les ressources qui sont disponibles? Comment tu vas t'y prendre? Qu'est-ce que tu vas prendre? Qui peut t'aider? Donc, vraiment amener le jeune dans une recherche de solutions plutôt que nous prendre en charge et lui donner des solutions. Y a-t-il des moments où ça va mieux? Y a-t-il des moments où tu t'y prends différemment? Qu'est-ce que tu fais de différent dans les moments où ça va mieux? Et aussi, donc, créer des doutes sur les affirmations rigides, ça, j'en ai parlé avant. Donc, les questions orientées vers des solutions, ça l'aide aussi à aller apaiser ses émotions, que ce soit l'anxiété, la culpabilité. Ça l'aide à voir comment il arrive, lui, à s'en sortir. Bien sûr qu'éventuellement, on peut lui suggérer ou l'aider à l'aider à mieux gérer certaines émotions, puis proposer des solutions dans un deuxième temps, mais avant tout, l'amener lui ou elle à mieux à décider de ses propres solutions. OK. Donc, désolée, je vois que le temps avance, il est déjà 8 heures. Je vais faire un petit résumé de cette dernière partie. Donc, quand je veux aider mon jeune, j'ai avantage à être conscient du réflexe que j'ai à utiliser des obstacles à l'écoute empathique. J'ai aussi avantage à utiliser, dans le fond, l'écoute empathique pour regarder à travers ses propres yeux à lui. Savoir que avant d'amener mon jeune vers les solutions, l'écoute empathique permet à mon jeune d'apaiser aussi son émotivité. Et donc, en utilisant des questions orientées vers la recherche de solutions, mon jeune va aller développer beaucoup plus de compétences émotives et donc aussi une certaine autonomie. Alors, voici les éléments essentiels dont j'avais le goût de vous partager. Je vais terminer, si vous me le permettez, prendre une petite minute supplémentaire pour vous lire un poème que je trouve, une partie d'un poème de Khalil Gibran que je trouve fort pertinent, qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie qui se désirent. Ils viennent par vous, mais ne sont pas de vous. Ils sont avec vous, mais n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Donnez-leur votre amour, mais pas votre pensée, car ils ont leur propre pensée. Offrez un logis à leur corps, mais pas à leurs âmes, car leur âme loge dans la maison de demain. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne cherchez pas à ce qu'ils vous ressemblent. Vous êtes les arcs d'où vos enfants, tels des flèches vivantes, sont propulsés. » Et j'ajouterais à ça que vous pouvez aussi, en tant que parent, viser une cible selon ce que vous jugez comme étant
le mieux pour vos enfants, mais c'est important de les laisser tendrement expérimenter leurs courses tout en les observant avec confiance. Entre nous, parents, qui est l'archer et la flèche, qui est la direction où on veut qu'il aille, la flèche rencontre énormément de choses qui est hors de notre contrôle et donc il est important aussi de faire preuve de confiance. Donc là-dessus, je vous rappelle que vous êtes invités à faire, dans le fond, remplir le petit sondage post-atelier. Avant de quitter, donc qui est partagé sur le chat. Et je vous laisse aussi avec certaines de mes références, puis je me garde disponible, là, ceux qui veulent poser des questions, je serai disponible. Donc, même si l'enregistrement est terminé, où la conférence est terminée. Donc, je vais vous parler, vous donner des façons aussi de me joindre. Donc, soit les services de coaching, si vous voulez avoir plus d'informations, des consultations, il y a toujours le site de la clinique. Ensuite de ça, pour le matériel pédagogique pour améliorer la gestion des émotions chez vos enfants, il y a le site de Savez-vous planter des choux qui est une référence. Et aussi, si vous désirez avoir une formation sur le développement de l'intelligence émotionnelle, donc il y a l'Académie Excel Coaching. Et pour le soutien communautaire, donc un lieu de rassemblement pour les jeunes et les familles pour, dans le fond, épouser pleinement ce que l'on est en tant que parent. Il y a le ccjeunessefamille.ca. Donc, voilà. Je suis disponible pour vos questions, Inch'Allah. Donc, voilà ce qui met fin à mon côté.